C'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Oui, alors clarifier donc les frontières entre ce qui relève de la publicité d'une part, d'autre part de l'information journalistique, du divertissement. Oui, il y a un amendement qui a été voté, applaudi par le lobby viticole la nuit dernière pour revenir un peu sur cette loi E20 de 1991 qui restreint largement donc la promotion de l'alcool. Alors on verra jusqu'où ça ira, bien entendu. Le gouvernement n'est pas très content. En tout cas, oui, c'est difficile de communiquer en général sur un produit bien de chez nous qu'est le vin. Voilà ce que dit Mickaël Rouillet du syndicat des Côtes de Blaye dans la Gironde. Le vin est avant tout un produit culturel, un produit noble, un produit de tradition, reconnu comme étant un des étendards pour la France à l'export. Et malheureusement, en France, sur notre marché français, on est encore un peu timoré et on ne peut même pas parler positivement du vin sans se faire taper sur les doigts. Ouais, tout ça est très difficile. Donc Rodolphe Bonas, spécialiste de consommation, de distribution. Non, franchement, vous allez partir, professeur. Non, je vous assure. Non, je rigole pas. On est tous, vous respectez la discipline. Oui. Voilà, on n'est pas au bistrot. Oui. Alors, Rodolphe Bonas, s'il vous plaît, directeur général de CACOM. C'est difficile comme ça de parler d'alcool, comme on entendait tout de suite ce monsieur des Côtes de Blaye? Alors, c'est vrai que c'est compliqué parce que les contraintes sont extrêmement fortes et les amendes aussi. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. Tétinger, qui était partenaire de la dernière Coupe du Monde au Brésil, avait fait une page en communiquant avec le logo, bien évidemment, de la Coupe du Monde de l'époque et en disant qualifié pour la finale, Tétinger, etc. Alors, ils étaient retoqués parce que, bien évidemment, communication, alcool, impossible avec le sport. Donc, la campagne d'après, ils ont communiqué avec un baby-foot. Ah ben là, on avait le droit, puisque c'était plus associé au sport, mais un produit qui était le baby-foot. On avait bien 11 joueurs de chaque côté, etc. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que c'est en effet très contraignant, puisque la communication ne doit embarquer exclusivement que des données descriptives sur des médias bien précis et en s'assurant de manière très précise que ça ne touche ni les jeunes ni des éléments sportifs. Donc c'est vrai que ça réduit. Donc on trouve toute une succession de tactiques de contournement. Avec beaucoup d'hypocrisie. Alors, l'hypocrisie, peut-être un peu, mais surtout beaucoup de créativité, parce que mécaniquement, on arrive à faire du marketing. Alors, on parlait de Red Bull, d'ailleurs, qui n'est pas une boisson alcoolisée. Non, mais qui fait vendre des boissons alcoolisées. Mais c'est très important de le préciser, qui arrive finalement à avoir une communication mondiale, massive, avec des événements qui, en effet, drainent de la jeunesse, puisque c'est la... Des événements extrêmes, notamment. Exactement. Et après, on peut le mélanger à la vodka, comme le disait tout à l'heure le professeur Reynaud. Simplement, Claude Le Pen, économiste de la santé. On entendait tout à l'heure, dans le sujet de Jean-Baptiste Huet, la ministre Marisol Touraine, qui se disait très indignée, qui disait, voilà, on est en train de détricoter la loi E20, tout ça est horrible, etc. Bon. En même temps, est-ce qu'elle n'est pas dans son rôle quelque part? Est-ce que c'est pas consensuel finalement pour un ministre, chaque fois qu'on peut penser que la santé publique est menacée, d'intervenir finalement? Oui. Dans ces problèmes, il y a d'une part la disposition, et puis il y a aussi les messages qui sont émis à travers les dispositions. Au fond, c'est pas très technique. Enfin, il y a une loi technique, mais qu'est-ce qu'elle est, bonne ou mauvaise, efficace ou pas, etc. Mais bouger la loi envoie un message qui n'est pas technique, qui est un message politique, sociétal, etc. C'est pour ça d'ailleurs qu'on veut la faire bouger dans tous les sens, l'augmenter ou la diminuer, non pas tellement pour changer le dispositif où ça sera dans tel journal, etc., mais simplement pour envoyer à la société un message. Si on la lâche, allez-y, consommez. Si on la resserre, faites attention, c'est dangereux. Donc, si vous voulez, il y a un couple assez compliqué de messages techniques, disons, dispositions techniques. Et ça, je pense qu'en France, on n'est pas très bon. On n'est pas très bon là-dessus. Je pense qu'en France, on a deux gros problèmes sur la prévention. Le premier, si vous l'avez dit, c'est vrai, c'est une hypertrophie de l'outil réglementaire et légal. Ça, tout passe par la loi. La loi est utile, mais le problème c'est que quand on a voté une loi, on pense qu'on a tout fait, quoi. C'est-à-dire que la loi donne quitus de toute politique, de toute éducation, etc. Voilà, j'ai voté la loi. Bien, on vient de voter une loi ridicule sur le poids et la taille des mannequins. On est le seul pays au monde qui réglemente la taille et le poids des mannequins. Ça a été voté dans la loi. Oui, j'ai pas. Bon, oui, mais comme je disais, ça rassure.
on se dit, on va éliminer les questions de santé publique, il est là, il a éliminer les tendances à l'anorexie chez les filles en réglementant la taille et le poids des médecins, des mannequins dans un pays de grande couture. Bon. Et dans la loi et puis aussi sur les fours à micro-ondes et tout. Enfin, il y a mais des dizaines de dispositions techniques de cet ordre qui sont là comme ça. Bon, donc la loi. Et le deuxième point, c'est vrai, c'est une petite tentation moralisatrice. C'est vrai que le grand rapport sur des 5 sages, à un moment, il y a une vingtaine d'années, 30 ans, qui a lancé un peu ça, était très moralisateur. Et donc, c'est du genre, faites pas ça, c'est pas bien. Bon. Et donc, ça renvoie à des comportements qui jouent sur le mode du bien ou du mal, plutôt que sur le mode des déterminants, des effets, etc. Donc, si on moralise les comportements de santé publique, on ouvre un champ qui est le champ de la transgression, qui est le champ de la chose interdite, et finalement, on rend relativement attractif le bien dont on a envie de voir la consommation baisser. Donc, je pense qu'on est assez paradoxal à cause de ces deux choses. Hypertrophie de la loi et hyper-moralisation. Et en France, on est très moralisateur dans ces domaines de santé publique. Ouais, on parlait tout à l'heure de santé, économie également, de santé et de morale. Professeur Michel Reynaud, président du Fonds Action Addiction. Donc, cet amendement qui va permettre, dit-on, une meilleure information autour du vin, notamment de l'alcool et du vin en particulier. Est-ce que, franchement, ça va aboutir à libéraliser la publicité autour de l'alcool ? J'en suis totalement convaincu. Il y a deux choses. Dans ce que disait M. Le Pen tout à l'heure, il y a effectivement un marqueur social et autoriser, libérer la consommation, faire passer ce message-là, c'est amoindrir le message « l'alcool est un produit très dangereux ». L'alcool est un produit le plus agréable des psychotropes, mais le plus dangereux. Et le vin est le plus raffiné des psychotropes, mais quand il est pris en grande quantité, il est dangereux aussi. Et on a vu de façon quasi expérimentale ce que la loi Bachelot, en ouvrant la publicité sur le net, a permis comme détournement, comme utilisation des réseaux sociaux. Je peux vous citer 10 exemples où même le minimum de la loi E20 n'est pas respecté. Donc on peut avoir la quasi-certitude, en tout cas moi j'en suis absolument certain, que le fait de laisser la pub, l'information sans contrôle possible, permettra d'utiliser toutes les stratégies marketing, et elles sont fabuleusement imaginatives, pour augmenter les consommations. Il faut savoir que environ 8% des Français achètent 50% de l'alcool. Ces 8%, ça correspond exactement au nombre de Français qui ont des problèmes avec l'alcool. Donc la question qui se pose de fond pour les filières de l'alcool, vin compris, c'est est-ce que pour sauver la santé publique, vous pouvez accepter une diminution de 50% de vos ventes. Et donc il faut les créer, ces consommateurs. Et il y a des stratégies, on sait exactement comment on crée un dépendant. Il suffit de commencer très tôt. Plus on commence tôt, quel que soit le produit, et plus on devient dépendant. Donc il faut chercher les jeunes, et il y a des tas de stratégies pour ça. Et il faut inciter à boire beaucoup, ce qu'on arrive à faire extrêmement bien avec la culture du binge drinking, des rues de la soif, qui se font pas uniquement à l'alcool, des soirées pyjama, etc. Ouais, Audrey Bourrelot, déléguée générale de Vin et Société, qu'est-ce que ça va permettre de faire concrètement cet amendement ? Alors, multiplier les suppléments dans les journaux autour du champagne, la route des vins, organiser peut-être des émissions de télé-réalité, le meilleur vigneron, tout ça. Est-ce que ça, c'est envisageable, par exemple ? Pas du tout. Je crois qu'on va surtout sortir d'un grand flou. Je vais vous donner quelques exemples, parce que là, on est très dans l'esprit de la loi, etc. C'est quoi la réalité pour un vigneron ? Vous savez que moi, j'ai eu tous les vignerons, j'en ai au moins une centaine au moment des fêtes de Noël, dont les timbres-poste avec la parcelle de vigne, vous voyez, un timbre-poste, la taille d'un timbre-poste et un paysage viticole ont été refusés au nom de la loi E20. Est-ce que sérieusement, ici ce soir, on pense que le timbre-poste d'un vigneron, c'est ça la réalité de la loi E20 pour nous aujourd'hui ? Vous pensez que certains, par exemple, va enrayer et la cause du binge drinking de nos jeunes le samedi soir, c'est ce qu'on vit. Vous pensez que certains, par exemple, font du zèle autour de cette loi E20, l'interprètent un petit peu de façon un petit peu lâche ? Je ne sais pas du tout, le directeur de la Poste, le directeur du timbre. Peut-être que on plein des courriers avec des dessins de vignobles. Peut-être ils n'ont pas de bol. Quand il a vu ça, peut-être qu'en effet, il a flippé, il a ouvert le parapluie, il a dit oh là là, si je fais un timbre avec ça va me tomber sur le pied, tout le monde va me. Bon, très bien, mais finalement. Votre confrère William Lémergie. Oui. Il nous a écrit il y a un mois.
la direction juridique lui a refusé de parler d'un livre sur les caves de champagne au nom de la loi Evin. C'est ça ce que vit la presse aujourd'hui. Et ce qui s'est passé hier soir, c'est juste distinguer l'information, votre métier, celui des conseils régionaux. J'étais encore il y a un mois avec le conseil régional du Jura qui n'osait pas montrer de vignes dans le spot de la région du Jura. Il y a de l'autocensure. C'est de l'autocensure. Oui, parce que la loi, et je cite M. Macron, le ministre de l'économie, qui expliquait en commission, parce que tout ça, c'est un amendement à la fameuse loi Macron, justement, qui fait état de 70 contentieux menés en 25 ans, 70 en 25 ans, dont moins de 10 recours concernant le vin. Donc on voit finalement, il y a assez peu de recours. Mais vous savez, c'est pas le nombre, hein. C'est la force des recours qu'il y a eu. D'avoir écrit dans une jurisprudence, toute évocation du vin peut être considérée comme de la publicité. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'un match de foot Bordeaux-Porto, c'est de la pub ou c'est pas de la pub? Oh là, faut rigoler là aussi. Attendez, si on a une interprétation du texte en l'état où il est arrivé 25 ans après, c'était ça. Et hier, je tiens à nous dire que ça ne nous donne pas. Donc on ferait jouer quoi uniquement? On empêcherait Bordeaux de jouer? Je caricature et je grossis le trait. Mais en tout cas, il y a eu des condamnations et il y a eu de l'autocensure. Claude Le Pen. Mais précisément, il ne faut pas grossir le trait. Parce que quand on grossit le trait, tout devient ridicule. Aussi bien votre position que la position. Mais moi, j'ai des cas concrets. Donc il faut précisément, il faut être dans la nuance et dans parce que c'est précisément parce que c'est effectivement des problèmes qui sont compliqués. Moi, je suis amateur de vin pour un Saint-Joseph ou un Meursault. Je n'ai jamais renoncé à. Bon, cela étant, on peut aussi considérer qu'il y a un problème de santé publique au-delà d'un problème de convivialité et de passer un bon moment et d'accompagner un bon repas sans lequel je ne m'imagine pas qu'il n'y ait pas un bon vin. Mais cela étant, encore une fois, on ne parle pas de la même chose. Et il faut bien... il y a peut-être un usage peut-être un peu ayatolesque de la loi. C'est possible parce que moi, je suis souvent dans le Midi. J'aimais vous dire que les documentaires qui vantent le Midi de la France, ils montrent beaucoup de vignes. Hein, mais ils sont... On ne peut pas laisser c'est normal. En France qu'on ne fait pas de publicité pour le vin. C'est pas crédible. Mais enfin, pardon, c'est crédible. Regardez dans les journaux. Et quelque part, c'est même un marronnier régulièrement, 3 fois par an. Vous avez ces cahiers entiers. Vous avez des critiques vinicoles. Il y a les foires au vin. Rodolphe Bonat, justement, c'est à quoi? Les foires au vin organisées dans tous les supermarchés. Il travaille avec la grande distrib. Allez-y, Rodolphe. Alors, la foire au vin, c'est une opération, on va dire, un grand marronnier du commerce. C'est surtout une opération qui aujourd'hui se gère à la fois de manière, on va dire, très confidentielle avec une partie de ses clients, parce que vous savez que dans les foires au vin, vous travaillez d'abord vos clients parce qu'il y a un côté de rareté, hein, c'est-à-dire qu'on a cette recherche, et puis ça devient quand même 15 jours, souvent début septembre, de plus en plus tôt d'ailleurs chaque année, oui. Et c'est vraiment une opération très très forte. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça représente, l'alcool en règle générale représente 1% du budget des ménages français. Je voulais donner juste une indication, c'est que vous savez que les Français sont les consommateurs qui connaissent le plus de prix en hypermarché, et que le prix le plus connu de tous les consommateurs, c'est le prix du Ricard. Hein, ça, on ne le sait pas forcément, c'est-à-dire que 14% des Français connaissent le prix du Ricard. C'est combien ? 14% oui, des je sais, mais c'est combien le prix du Ricard? 20 € la bouteille. Ah bon, oui, d'accord. C'est ça, exactement. Très bien. Alors, mais c'est simple. 75 centilitres. Voilà. Non, d'un litre. D'un litre. Exactement, le Ricard fait un Très litre. bien, j'apprendrai quelque chose ce soir. Mais simplement pour dire que c'est vrai que ce rayon, l'alcool, est quand même un marqueur commercial important. important. Rodolphe, dans les recettes d'un hypermarché, le rayon? Alors, j'ai pas le chiffre en tête, je vais dire une bêtise, mais je sais que sur le budget alimentaire, c'est 8%. D'accord. Alors, à peu près. Celui qui a le plus augmenté, c'est celui des vodkas, tout à fait, qui est devenu le plus rentable et qui est maintenant mis en tête de gondole. Professeur Reynaud, j'ai une question très simple à vous poser. On vient de parler des foires au vin et des suppléments avec Monsieur Le Pen, avec Rodolphe Bonas. Clairement, je vous pose la question. Est-ce que les suppléments foire au vin, est-ce que les opérations foire au vin menées chez Leclerc, Système U, Carrefour, etc., est-ce que franchement, ça alcoolise les gens ? Est-ce que ça nuit à votre combat, vous, le patron de Fonds Action Addiction? Est-ce qu'on parle du bon dossier, là? Non. On est d'accord? Oui, non, je pense que les foires au vin sont une bonne chose. Il faut effectivement... Et les suppléments foires au vin, dans le Figaro Magazine, dans Le Point, dans l'Express, est-ce qu'il faut les supprimer ou pas? Ils sont très encadrés déjà. Bon, d'accord. Voilà, très bien. Vous êtes contente, Audrey Bourrelot? Vous avez entendu le professeur Reynaud? Je crois qu'il y a beaucoup de consensus et qu'on partagera une chose ce soir, c'est l'éducation. Et arrêtons l'interdit inutile et stérile. Des autres pays, l'Espagne et l'Italie, construisent des choses entre les... fédérations d'addiction, les filières et les pouvoirs publics. Alors éduquons tous ensemble et sortons des clichés. Claude Le Pen, économiste de la santé. Mais rencontrer un vigneron qui regarde un petit peu ses cépages, faire des comparaisons d'années, etc., c'est l'éducation. Et on se saoule pas
quand on a rencontré pendant une demi-heure des vignerons qui ont parlé de leur passion et la manière dont ils ont fait ce produit. Donc, cela étant, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des morts le soir en beach drinking sur des ados. Donc voilà. Alors, personne ne dit, et moi le premier, personne ne dit ici, j'imagine aussi Audrey Bourrelot, que l'alcool n'est pas dangereux. Alors, ma question, ça dépend comment il est consommé. Allez-y. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de bouger le curseur? Oui, c'est ça, c'est la question. Rodolphe Bonnat, CACOM. Je voulais donner quelques chiffres simplement pour qu'on sache un peu de quoi on parle. En gros, on estime en France qu'on a 42 millions, 43 millions de Français qui consomment de l'alcool, on va dire, qui sont des consommateurs, on va dire, irréguliers. 10 millions qui sont identifiés comme étant des consommateurs réguliers et 5 millions, en effet, qui sont là, en revanche, dans une situation très compliquée. C'est simplement pour vous dire que, à mon avis, on est bien dans cette logique-là, c'est-à-dire qu'on finit par avoir un cadre législatif qui va encadrer 42 millions de personnes qui finalement sont dans des comportements tout à fait normaux, alors que la problématique, elle est vraiment de se focuser sur les 5 millions. Il y a 10% de consommateurs qui ont des problèmes avec l'alcool. Il y a 90% qui n'en ont pas. Le problème, c'est que ça fait 5 millions de personnes, que c'est ce qui coûte le plus à la sécurité sociale et c'est ce qui entraîne le plus de violences et des désordres sociaux. Donc il y a ces deux problèmes. C'est vrai qu'il y a 90% de gens qui boivent bien, il y a 10% de gens qui sont terriblement malades, en souffrance et qui font souffrir. On verra dans un instant, et à 20h, on verra avec Morgan Hubert, cofondateur de Wine Passport, comment le no-tourisme est un secteur